Madame la ministre, bonjour. Quel est selon vous l'événement le plus marquant du point de vue scientifique pour l'année 2020? Alors, je crois que le plus grand événement scientifique pour moi, c'est indéniablement la mise au point des vaccins contre la Covid-19, avec un travail exceptionnel des laboratoires de recherche pour connaître et pour comprendre ce virus, et notamment des laboratoires français qui ont été parmi les premiers à séquencer le génome viral, et puis qui aussi ont été cités parmi les 10 meilleurs articles mondiaux de 2020 sur le sujet, notamment dans la compréhension des raisons pour lesquelles les personnes réagissent différemment à cette infection. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment pour moi l'événement scientifique le plus important. C'est la première fois qu'on fait des vaccins aussi rapidement et aussi efficacement, puisque ça a été fait en moins d'un an, alors que traditionnellement il faut 6 à 10 ans pour faire ces vaccins. Alors certains pourraient se poser la question, et si on avait mis autant de moyens pour vaincre le sida, l'Ebola ou encore le paludisme qui tue encore chaque année plus de 400 millions de personnes dans le monde? C'est justifié, non? Alors c'est aussi, j'allais dire, le type de virus, hein. On a affaire à un coronavirus, ce qui est pas du tout le cas quand on est sur du HIV ou sur de l'Ebola, avec des stabilités des génomes qui n'ont rien à voir, en tout cas pour HIV, avec des modes d'infection qui n'ont rien à voir. La difficulté dans le HIV, par exemple, c'est qu'il attaque directement le système immunitaire. Et donc toute stimulation du système immunitaire risque d'enflammer au contraire l'infection. Donc c'est le type de virus, évidemment. Et puis c'est, oui, les moyens, bien sûr. Et puis c'est aussi une première mondiale d'utiliser chez l'homme un ARN messager. On n'a jamais eu de vaccin utilisant cette technologie. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la plus grande avancée. Ensuite, je trouve qu'on a eu aussi quelque chose d'exceptionnel et qui ont permis la mise en lumière de l'importance des sciences humaines et sociales en période de pandémie, et de l'importance de cette recherche en sciences humaines et sociales, que l'on parle des modélisations des épidémiologistes, avec des modélisations multi-agents qui n'avaient là aussi jamais atteint ce niveau, et puis le travail de fond sur les pratiques, les comportements, les impacts socio-économiques, psychologiques, avec là aussi des choses qui ont été absolument remarquables dans le domaine scientifique. Et le partage de toutes ces données de recherche, qui est un succès magnifique pour la politique de sciences ouvertes que nous promouvons depuis 3 ans. Je crois que c'est vraiment là aussi quelque chose d'exceptionnel, et ça fait partie des choses qu'il nous faudra probablement conserver à l'issue de cette crise, puisqu'il faudra évidemment en tirer toutes les conséquences, y compris d'ailleurs les choses qui se sont accélérées grâce à cette crise, comme notamment la mise à disposition de toutes les données scientifiques sans contrepartie, de manière à ce que la science retrouve son universalité, et je pense que c'est vraiment essentiel. Et puis après, on peut pas non plus évoquer l'année 2020 d'un point de vue scientifique sans parler du prix Nobel de physique pour les travaux qui ont été menés sur les trous noirs. Voilà, il faut jamais oublier que la science, c'est aussi comprendre, ajouter des connaissances, et ce résultat exceptionnel qui a été obtenu avec l'instrument Gravity notamment, c'est aussi une collaboration internationale dans le domaine spatial, avec le groupe du professeur Genzel, qui est un des lauréats,
et puis notamment l'Observatoire de Paris. Voilà, découvrir pour la première fois le poids du trou noir qui est au centre de notre galaxie, c'est aussi évidemment une découverte exceptionnelle. Concernant l'espace, est-ce que l'Europe, dont la France est un des acteurs majeurs, est à la hauteur dans les programmes russes, américains ou chinois par exemple? Alors oui, très clairement, la France est une grande nation spatiale dans le domaine scientifique. Il n'y a pas de grandes missions internationales sur l'espace dans lesquelles la France ne soit pas impliquée, que ce soit au travers du développement d'instruments ou que ce soit au travers de l'analyse des données. Et donc évidemment, nous sommes de ce point de vue-là tout à fait reconnus mondialement. Et notre recherche dans le domaine spatial est vraiment de classe internationale. Alors sur ce que vous évoquez plus particulièrement sur la mission chinoise et le retour d'échantillons, notamment d'hélium-3, bon, d'abord il faut dire que l'hélium-3 c'est une ressource qui est très dispersée. Sa récupération en l'état actuel c'est encore du domaine de l'utopie, mais bon, c'est aussi ce qui fait avancer la science, que d'essayer de tenter des choses impossibles. Ça pose une vraie question et de l'intérêt grandissant pour la Lune et pour ses ressources minières potentielles. Ça pose en réalité une question internationale qui est l'exploitation entre guillemets des ressources minières de la Lune. Avec vraiment un warning très important sur le danger que pourrait représenter une exploitation minière intensive des sols de la Lune et sur le fait qu'on n'applique pas les principes de développement durable et que la Lune n'appartient à aucun État. Et donc c'est évidemment très important que nous puissions veiller d'une part à ce que ça reste un bien commun et d'autre part à ce que nous réfléchissions très sérieusement sur ce que nous allons avoir comme impact si nous devions nous diriger vers une exploitation des ressources minières lunaires. Se pose également l'exploitation des terres comme la Lune ou même l'Antarctique. Il y a eu des accords internationaux, mais est-ce qu'ils seront respectés concernant l'espace ? C'est remis en cause, mais ça tient et c'est très important. Et d'ailleurs, la France aura la présidence en 2021 du groupe sur le traité de l'Antarctique et ça fait partie de nos missions que de rappeler que l'Antarctique est un territoire d'exploration scientifique, de connaissance et ne doit pas être un territoire qu'une nation particulière s'approprie, mais doit bien rester un lieu protégé de ce point de vue-là. L'énergie et le climat font aussi partie des préoccupations du ministère de la Recherche parce que ce sont des faits de société qui ont des grosses incidences. Où en est-on de ce point de vue-là ? Alors effectivement, ça c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations évidemment et des investissements que nous faisons dans la recherche. En matière énergétique, la France est l'un des premiers pays au monde à avoir inscrit un objectif de neutralité carbone dans sa législation. C'est l'article 1er de la loi énergie-climat de novembre 2019, qui est un engagement à atteindre zéro émission d'ici à 2050. Et donc, évidemment, il faut qu'on stimule la recherche de manière à pouvoir réaliser cette ambition avec une trajectoire claire et qui toujours maintienne le respect de l'environnement et le respect du climat. Donc les énergies renouvelables évidemment émettent peu de gaz à effet de serre. Il faut néanmoins veiller à pouvoir permettre leur développement, si je puis dire. Et donc notre mix énergétique en France a la particularité d'être déjà très grandement décarboné. À l'heure où on se parle, on a les chiffres d'hier, hier à 10h30, 87% de l'électricité française consommée était décarbonée.
Donc ça, c'est vraiment un chiffre que l'on suit régulièrement. Et bien sûr, il faut poursuivre tous les efforts de recherche et d'innovation sur ces énergies décarbonées, que l'on parle de la recherche qui permettra d'augmenter les rendements des cellules solaires, d'améliorer la durée de vie des batteries, de réduire aussi la dépendance aux métaux rares et aux métaux critiques dans les aimants des éoliennes, parce qu'évidemment, les éoliennes produisent une énergie décarbonée, mais il faut aussi faire attention à la façon dont elles sont construites et à l'impact que peuvent avoir, par exemple, l'exploitation des métaux rares, et puis augmenter les performances des systèmes renouvelables, c'est-à-dire diminuer leurs coûts et augmenter aussi les capacités de stockage de ces énergies, puisque vous savez que c'est l'un des points majeurs, d'où le plan batterie qui a été lancé en France et qui est un plan qui est complet, puisqu'il démarre depuis un soutien financier à l'innovation et à la recherche et il va jusqu'au déploiement industriel de construction de batteries sur le sol européen. Le nucléaire est très clairement aussi une énergie décarbonée, mais bien sûr qu'il faut poursuivre les recherches dans le domaine nucléaire, notamment sur toutes les questions de traitement des déchets.